C'est un immense plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie, dont voici le sommaire. Le Zimbabwe veut se mettre en règle vis-à-vis de la BAD et de la Banque mondiale. Le pays se donne 1 an pour apurer ses dettes. Le Maroc suspend ses droits de douane sur le blé tendre. La mesure concerne la période allant de novembre à décembre 2018. Le commerce électronique prend de l'ampleur en Afrique. Il a généré 16,5 milliards de dollars en 2017. Au cours des 12 prochains mois, le Zimbabwe espère se mettre à jour vis-à-vis de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Le pays entend régler ses 2 milliards de dettes d'arriérés auprès de ces deux institutions. Selon le ministre des Finances, toutes les options sont sur la table, y compris l'annulation de la dette dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés. Apurer 2 milliards de dollars d'arriérés de dette d'ici à octobre 2019. Tel est le défi que les autorités zimbabwéennes entendent relever afin de se mettre en règle vis-à-vis de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Pour y parvenir, Harare compte sur le soutien de certains bailleurs de fonds internationaux et pays donateurs. En croit le ministre des Finances, Motili Ncube, le plan d'apurement de ces arriérés de dette bénéficie déjà du soutien du gouvernement américain. Parallèlement, les autorités zimbabwéennes ont engagé des discussions avec les membres du G7 pour savoir s'ils pourraient leur accorder des lignes de crédit permettant ainsi de dégager des fonds pour permettre de régler les 10 arriérés. Le Zimbabwe traverse une grave crise économique depuis le début des années 2000 après la réforme agraire de l'ex-président Robert Mugabe qui a poussé le pays à interrompre le remboursement de sa dette aux bailleurs de fonds internationaux. Une donne que l'ancien économiste en chef de la Banque africaine de développement et docteur en finances mathématiques de l'Université de Cambridge, Motili Ncube, est appelé à changer. Le ministre des Finances entend œuvrer pour ramener la confiance des investisseurs et assainir la situation économique du pays qui affiche aujourd'hui un taux de chômage de 80%, un taux de pauvreté de 112% et une inflation galopante. Et pour lui, toutes les options sont engageables pour se mettre à jour vis-à-vis du FMI et de la BAD, y compris l'annulation de la dette dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés. Un mot sur le classement des passeports du monde en fonction du nombre de pays qui les acceptent sans visa préalable. Au niveau mondial, c'est le passeport japonais qui est le mieux accueilli avec 190 destinations libres, suivi de Singapour avec 189 destinations libres. En troisième position, on retrouve l'Allemagne, la France, la Corée du Sud. Ces pays sont à égalité avec 188 destinations libres. Sur le continent africain, maintenant, sur la première marche du podium, on retrouve les îles Seychelles, dont le passeport ouvre les portes de 152 pays. En deuxième position, il y a l'île Maurice, dont le passeport permet d'entrer dans 146 pays sans visa. Maurice est suivi de l'Afrique du Sud, dont le passeport donne une ouverture sur 102 pays. En Afrique du Nord, la Tunisie se positionne en tête avec 66 destinations libres, devant le Maroc, 61 destinations, l'Algérie, 50 destinations et l'Égypte, 49 destinations. En Afrique subsaharienne francophone, c'est le Bénin qui ouvre la marche avec 61 destinations libres, suivies de la Mauritanie, 58 destinations, du Burkina Faso, 57 destinations. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée sont à égalité avec 56 destinations.
À l'horizon 2023, la production d'Anacard devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 5,5 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est en tout cas ce que soutient l'agence de coopération allemande GIZ. L'institution travaille à aider le pays à relancer la filière. Ceci dans le cadre du programme d'appui au développement rural. La filière Anacard reprendra bientôt vie au Cameroun. Avec l'appui de la coopération allemande, le pays va relancer cette filière dans le cadre du programme d'appui au développement rural. L'accompagnement de la GIZ se fera à la faveur d'un cofinancement du 11e Fonds européen de développement. La relance annoncée est motivée par les résultats d'une étude relative au développement des chaînes de valeur de l'Anacard et qui révèle que ce secteur pourrait fortement contribuer à l'économie camerounaise dans un contexte où le pays est en pleine stratégie de diversification de son secteur agricole. Il s'agit aussi pour Yaoundé de remédier à une sous-exploitation du potentiel agricole du pays. En effet, le Cameroun, dont l'amande et la pomme sont très prisées pour la consommation directe et même pour l'industrie cosmétique et la pâtisserie, a une production annuelle de 108 tonnes d'anacard aux noix de cajou pour un potentiel estimé à des millions d'hectares. À l'horizon 2023, la production du pays devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 5,5 milliards de francs CFA selon les experts de la GIZ. La stratégie de développement mise en œuvre devrait par ailleurs permettre d'améliorer les compétences de milliers de personnes et aider à la création de 151 650 emplois autour de la filière. Sur la période allant du 1er novembre au 31 décembre prochain, le Maroc va supprimer les droits de douane sur le blé tendre. L'objectif est de maintenir le prix du quintal de blé importé à 260 dirhams sur cette échéance. À partir du 1er janvier 2019, des droits de douane de 30% seront de nouveau appliqués aux cargaisons de blé à destination du Maroc, soit un tarif douanier en deçà des 135% en vigueur dans le pays depuis mai 2018. Il faut préciser que le Maroc subventionne la farine de blé tendre au profit des populations les plus défavorisées. Au total, 17,67 milliards de dirhams sont consacrés à la subvention du blé, du sucre et du gaz de cuisine dans le projet de budget 2019. Avec la normalisation de leurs relations, les frères ennemis de la Corne de l'Afrique, les affaires ont repris entre l'Éthiopie et l'Érythrée. L'ancien No Man's Land désertique qui autrefois était uniquement traversé par des soldats, des réfugiés ou encore des rebelles vit de nouveau. Ce No Man's Land frémit aujourd'hui d'activités commerciales comme nous le démontre ce reportage que je vous invite à suivre. Pendant 20 ans, ce poste frontière était déserté. Aujourd'hui, des bus et des camions font la queue pour traverser. En juillet dernier, l'Érythrée et l'Éthiopie ont signé un accord de paix après 20 ans d'un conflit latent. Depuis l'ouverture de la frontière, le nombre d'Érythréens fuyant le régime répressif de leur pays a triplé. Nebat Zerea est parti avec ses 3 filles. Je ne pouvais pas fuir avant parce que j'avais moins de 20 ans. Il faut avoir 30 ans pour pouvoir quitter le pays. Donc je n'avais pas le choix, je devais attendre. L'Érythrée a l'une des économies les plus faibles d'Afrique et l'un des pires bilans du continent en matière de défense des droits de l'homme. La majorité de la population n'est pas autorisée à quitter le pays et n'échappe pas au système de conscription obligatoire et illimitée. Certains fuient le pays, mais d'autres viennent juste découvrir Zalambessa avant de repartir chez eux la nuit tombée. Je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de développement. C'est très surprenant, mais je suis heureux. Les camions affluent dans les deux sens. À Senaf, une ville érythréenne située à 23 km au nord de la frontière, les commerçants éthiopiens viennent par bus pour amener au marché tout ce qu'il est possible de vendre pour le plus grand bonheur des Érythréens. Nous avons tout ce que nous n'avions pas auparavant, du plus petit produit au plus gros produit. Des choses que nous n'avions pas avant viennent de Mekele et Adigrat. Les commerçants éthiopiens sont toutefois inquiets. La valeur de la monnaie érythréenne, la nafka, est bien supérieure au birr éthiopien, ce qui rappelle des préoccupations déjà présentes avant la guerre de 1998.
À l'époque, les deux pays étaient déjà en désaccord sur les questions monétaires et commerciales. Après 2 années de suspension, le Fonds international de développement agricole reprend ses activités en République démocratique du Congo. Avec une enveloppe de 37 millions de dollars, le FIDA va appuyer l'élaboration ainsi que le financement d'un nouveau programme d'appui à l'agriculture en monde rural d'ici le début de l'année 2019. Cet organisme a par ailleurs levé la suspension du décaissement de 3 projets agricoles, à savoir le programme intégré de réhabilitation de l'agriculture dans le Maniema, le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de la ville de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers, et enfin le programme d'appui au secteur agricole du Nord Kivu. Il faut dire qu'avec 80 millions d'hectares de terres arables, la République démocratique du Congo dispose d'énormes potentialités pour son développement agricole. Le pays dispose aussi de 145 millions d'hectares de forêt et un potentiel de capture estimé à 700 000 tonnes de poissons par an. Dernière destination de cette édition du Journal de l'économie à présent. En 2017, le commerce électronique a généré 16,5 milliards de dollars de revenus en Afrique. Selon un rapport de la firme de recherche Statista, cette activité devrait atteindre un chiffre d'affaires de 29 milliards de dollars d'ici 5 ans. D'autres sources parlent de 115 milliards de dollars d'ici 2025. Mais ces performances ne seront atteintes que si certains obstacles sont levés. Le commerce électronique, une activité en plein boom en Afrique. Le secteur a généré un revenu de 16 milliards 500 de dollars en 2017 et les années à venir promettent d'être plus florissantes. Selon certaines sources, l'activité devrait atteindre un chiffre d'affaires de 29 milliards de dollars en 2022 et 75 milliards de dollars de ventes en ligne annuelles d'ici à 2025. Un essor essentiellement dû à l'amélioration de la connectivité Internet qui a incité de nombreuses plateformes de commerce électronique à se lancer dans la bataille. En 2017, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud étaient les principaux pôles d'activité sur le continent. À l'époque, au moins 264 entreprises exerçaient des activités de commerce électronique sur 23 marchés africains dans divers sous-secteurs tels que l'alimentation, les biens d'équipement, les vêtements, les services de taxi et les voyages. De belles perspectives, en somme, que pourrait ternir le fait que l'adressage public des rues dans de nombreuses villes devient plus approximatif au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre-ville. Ce qui complique la tâche aux entreprises d'e-commerce dont l'acheminement efficace des commandes des clients et pèse sur les coûts de livraison. Autre handicap, la majorité des plateformes de commerce électronique nécessitent encore l'usage de cartes bancaires ou de solutions électroniques dans un contexte où le taux de bancarisation est encore en dessous des 10% et où l'inclusion financière hors mobile est très réduite, ce qui restreint le volume des consommateurs qui peuvent acheter en ligne. D'où le recours au paiement en espèces, à la livraison et au mobile money comme monnaie de règlement. Ce service, qui touche même les plus petites bourses, comptabilisait 338 400 000 de comptes pour 1,2 milliard de transactions financières en 2017, selon l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie. La valeur de ces transactions correspondait à la somme de 19 milliards 900 de dollars US. D'ici à 2022, ces chiffres devraient doubler, voire tripler, avec l'amélioration du marché mobile très dynamique sur le continent. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi de votre fidélité à ce programme et à Sika TV. On se retrouve vendredi prochain à la même heure.